Cette chose va nous renvoyer à l'âge de pierre. Godzilla 2014. Un film que je pense on a été nombreux à attendre, mais qui au final, lorsqu'il est sorti, n'a vraiment pas conquis tout le monde. Si certains ont été d'accord pour dire que c'était un bel hommage et une belle renaissance pour le film de 54, au final, d'autres l'ont trouvé trop long, voire même mensonger. Moi je fais partie des gens qui trouvent que le film est une belle réussite, et il a largement sa place dans mon top de films préférés. Et justement dans cette critique, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi, de mon point de vue, le Godzilla de Gareth Edwards mérite de s'appeler Godzilla. Justement, Godzilla, parlons-en. Apparu pour la première fois en 1954 dans le film éponyme de Ishiro Honda, c'est une créature gigantesque qui apparaît comme une conséquence de la nature face à une invention mortelle des hommes, le nucléaire. J'insiste bien sur le terme conséquence, car s'il se met à attaquer, c'est uniquement en réponse à l'utilisation de l'arme atomique. Ironie du sort, ce kaiju est lui-même nucléaire, il se nourrit des radiations et en produit, contaminant les zones traversées et s'en servant sous forme de rayons. Il est donc insensible à ce que les humains ont de plus puissant. Il devient alors le symbole dénonçant le danger du nucléaire, mais aussi la course à l'armement, car le neutraliser implique de trouver quelque chose de plus destructeur que la bombe A. Devenu l'icône du studio Toho, une trentaine de films lui ont été consacrés en 60 ans. Alternant entre les rôles de destructeur et d'allié, la place et l'image de Godzilla a beaucoup évolué, et son univers s'est étendu, au risque de perdre ses premières saveurs. Cependant, tous les films, japonais donc, ne nous parviennent pas forcément, et pour beaucoup la première découverte de Godzilla se fera en 98 avec le film controversé de Roland Emmerich, pour qui la Toho avait cédé les droits, et qui les reprendra ensuite pour finalement clôturer la série en 2004 avec Final Wars. Ce nouveau Godzilla, qui arrive donc 10 ans plus tard, a donc la lourde tâche de devoir rebooter une série au passé très riche, tout en s'émancipant du film de 98. La réalisation a été confiée à Gareth Edwards, qui n'a alors qu'un seul film à son actif, Monsters. Étant lui-même un fan de Godzilla, le reboot devra être fidèle aux valeurs du film de 54, à savoir l'homme face à la nature qui doit payer ses erreurs, mais montrer que l'humanité est capable de résister à la catastrophe. Et ce Godzilla respecte vraiment ses idées. Le nucléaire est un thème central, le design de Godzilla se veut proche des origines mais plus réaliste, on ne reprend pas le costume en latex. En plus, le parti pris de filmer les scènes du point de vue humain est très immersif et montre notre insignifiance à côté de ces créatures. Mais si le film tient ses promesses, pourquoi certains ont-ils été déçus ? Moi je dirais que c'est principalement parce qu'on a beaucoup joué sur les attentes du public. Remettons les choses dans leur contexte. Je l'ai dit, Godzilla beaucoup le connaissent seulement de nom. En plus, le dernier film de kaiju sorti au cinéma est Pacific Rim. Du coup, forcément, quand on voit les différentes bandes annonces et teasers sortis, beaucoup s'attendaient à un blockbuster totalement monstrueux, avec un duel spectaculaire entre Godzilla et une humanité dirigée par un Bryan Cranston en quête de vérité. Mais en voyant le film, ces attentes se sont faites tout simplement balayer. La mort de Bryan Cranston au bout d'une demi-heure, qui nous a laissé avec Aaron Taylor Johnson comme personnage principal, et que beaucoup ont jugé sans saveur et pas à la hauteur de Bryan Cranston. On nous a teasé Godzilla qui au final n'apparaît qu'une quinzaine de minutes, laissant la place aux mutos. Tous ces choix en fait de mise en scène nous ont surpris, mais au final ce sont des choix qui sont justifiés et judicieux. Pour bien le comprendre, il va falloir répondre à ces critiques, en définissant la place de Godzilla et des mutos, mais aussi en s'attardant sur quelques personnages, ici le docteur Serizawa et le duo Joe Ford-Brody. On distingue dans le film deux types de kaiju, Godzilla et les mutos. Si on observe d'abord juste leur apparence, je l'ai dit, les costumes en latex ont été abandonnés. Ils sont réalisés à l'ordinateur, ce qui leur donne bien plus de réalisme et d'impact. Godzilla est fidèle à son design originel. Il est massif avec une peau sombre, magmatique, adaptée à la survie dans la croûte terrestre. Sa taille a été énormément augmentée, il est gigantesque comparé à ses prédécesseurs, mais il conserve leurs caractéristiques. Il est amphibie et peut se servir de son souffle nucléaire. Les mutos, eux, ont été créés pour le film, en essayant de rester dans l'esthétique des kaijus de l'univers de Godzilla. Ce sont des parasites, ce qui leur donne un côté insectoïde, mais on peut constater d'autres inspirations, notamment pour le mâle qui est volant et rappelle dans son design un bombardier furtif. Mais Trauma, tout ça c'est bien mignon, mais si on essaye de respecter les valeurs d'origine, pourquoi est-ce que le temps d'apparition à l'écran est si disparate ? Pourquoi plus les mutos que Godzilla ? Eh bien tout simplement parce que les places qu'a donné Gareth Edwards à ces créatures sont différentes. Elles n'occupent pas la même place, et chacune a un rôle différent dans le film par rapport à ses prédécesseurs. Les mutos sont des animaux qui doivent leur réveil et leur croissance aux humains. Ils sont la conséquence de notre désir de vouloir maîtriser et contrôler ce qui nous entoure. Notre plus grande peur est ce qu'on ne connaît pas. Les mutos naissent de ce raisonnement. On découvre Godzilla, on utilise l'arme nucléaire qui ne marche pas et on se retrouve désarmé. Quand les humains découvrent le squelette d'un autre Godzilla avec ses deux spores, et malgré le fait qu'elle se soit ouverte et que la créature ait attaqué une centrale nucléaire pour en faire son nid, on choisit de la protéger et de l'étudier pendant 15 ans malgré le danger que ça pourrait représenter. Et bien sûr, en se cachant derrière l'argument de conserver le contrôle. Tout ce qu'on sait
du Muto à ce moment-là, c'est que ça a tué un Godzilla, l'a parasité, et ça se nourrit du nucléaire. On ne connaît ni sa taille ou ses aptitudes. Godzilla ne peut être géré, mais ils veulent contrôler quelque chose qui peut le tuer. Ça montre à quel point l'homme est arrogant et peut se prendre pour Dieu. Au final, les Mutos sont juste des animaux. Démesurés certes, mais qui n'ont rien de différent de ceux de notre époque. Ils font simplement partie d'un écosystème différent. Ils suivent leur instinct, ils cherchent à se nourrir et à se reproduire. Ils nous dépassent totalement et leur reproduction massive nous détruirait. Et si on garde cette notion de simples animaux en tête, on peut se dire qu'on découvre les Mutos comme dans un documentaire. On assiste à un cycle de vie complet. La découverte, l'éclosion, le régime alimentaire, la reproduction et la mort. Pour Godzilla, même s'il appartient au même écosystème que les Mutos, il ne tient pas cette place d'animal. Bien au contraire, il est considéré comme un dieu, et tout le film est construit pour nous le faire ressentir. Pensez d'abord à cette scène dans le bateau où on nous parle pour la première fois de Godzilla, et où les personnages débattent de la notion dieu-monstre. Ça peut paraître anodin, mais les détails sont importants chez Gareth Edwards. Déjà dans Monsters, son précédent film, attention au spoil, il nous livrait des infos sur les monstres qu'on pouvait voir à la fin du film, et on a ici un procédé similaire. Ensuite, le film nous donne très peu d'informations au sujet de Godzilla. On ne connaît absolument rien de lui si on ne connaît pas ses précédents films. Moi, quand j'ai vu le film la première fois, j'entendais des gens qui en sortant se plaignaient en se demandant par exemple d'où venait cette idée de lui faire cracher du feu. Nous, quand on connaît ça, ça ne nous marque pas forcément, mais ceux qui ont découvert Godzilla avec ce film ont eu très peu d'infos sur lui et c'est les faire chercher. Nous, spectateurs, sommes comme les personnages du film. Nous n'en savons pas plus qu'eux, il n'y a pas de plan secret ou de trahison, tout nous est montré. Ça donne au film un côté très immersif auquel s'ajoute la manière de filmer. La majeure partie des prises de vue sont pensées pour pouvoir être prises à échelle humaine, que ce soit au sol, dans un bâtiment ou dans les airs. De fait, nous sommes au premier plan pour apprécier les apparitions de Godzilla, qui sont faites pour être véritablement divines. Tout est réglé pour nous donner cet effet. La musique se coupe et le silence se fait, le thème de Godzilla se lance et il apparaît comme un dieu, nous donnant une sensation de force démesurée. Ses disparitions sont miraculeuses aussi. Malgré sa taille, il va et vient à son gré, on arrive à le perdre facilement à l'image. Pour finir, on peut se poser la question de son omniscience. Il est là pour s'occuper des Mutos, mais il ne s'occupe pas des humains. Si on peut penser que les humains sont dérisoires à côté de ce géant et qu'il n'a pas conscience de nous, certaines scènes laissent planer le doute, notamment celle où Godzilla protège les enfants dans le bus en s'interposant sur la trajectoire des missiles sur le pont. À la manière de Real Steel, où on se demande si Atom a sa conscience, on se demande si c'est intentionnel, et dans ce cas, jusqu'à quel point s'étend l'intelligence du kaiju. En gardant ce schéma en tête, Godzilla en dieu et Muto en animaux mortels, on peut constater que même leurs apparitions montrent leurs différences de traitement. En effet, les Mutos apparaissent du sol ou par une prise de vue qui leur est supérieure, tandis que pour Godzilla, on le voit depuis le sol. Il surpasse notre point de vue et envahit l'espace lors de ses apparitions, ce qui pour moi marque une différence entre terrestre et divin. Si cette notion vous paraît superflue, pensez à la ville où se déroule le combat final. Les kaiju envahissent la ville qui devient leur territoire, les humains sont obligés de la déserter car ils n'y sont plus autorisés, plus rien ne marche avec les EMP et la chute des avions nous rappelle le mythe d'Icare. Le seul moyen d'entrer dans ce territoire réservé est par les airs, dans la séquence du saut à l'eau. La prière qui précède le saut, la musique de Ligeti qui accompagne la chute et l'entrée dans ce domaine, ça permet de consacrer le lieu, d'en faire un endroit qui ne nous appartient plus et que l'on redécouvre en même temps que les personnages. Les personnages justement, ils sont nombreux et certains sont pas mal stéréotypés pour les besoins de l'intrigue, mais je trouve que chacun remplit son rôle efficacement, ce qui permet d'installer l'histoire rapidement et sans perdre trop de temps. Je vais pas m'arrêter sur tous, mais seulement sur ceux que je juge les plus intéressants, c'est-à-dire le docteur Serizawa et le duo Joe Ford-Brody. Beaucoup ont décrit le docteur Serizawa comme un simple commentateur de l'action, voulant laisser la nature suivre son cours et observer le résultat. Mais moi je le trouve un peu plus complexe. Dans le film, il est contre l'utilisation d'une bombe nucléaire 20 fois plus puissante que celle d'Hiroshima car il en est une victime. Et si on peut se dire qu'il tient ici un rôle de moralisateur, je pense que ce refus justifie aussi autre chose. En effet, c'est lui qui a gardé le Muto en vie pendant 15 ans afin de l'étudier et mieux le comprendre, lui et Godzilla. Même si ça part d'une bonne intention, le flot de destruction causé par les Mutos est sa responsabilité et pour moi ça le place au même niveau qu'un utilisateur de bombes nucléaires. Le fait qu'il veuille que le monde reste spectateur et que les humains arrêtent de s'impliquer montre qu'il a compris sa propre erreur et que l'utilisation du nucléaire et du Muto sont des erreurs qui nous sont propres et qu'il faut arrêter de surenchérir en voulant reprendre le contrôle. On arrive ensuite au duo de personnages qui a sans doute fait autant parler que l'absence de Godzilla. Joe et Ford-Brody, alias Bryan Cranston et Aaron Taylor Johnson. Ce qui a beaucoup dérangé le public, c'est la mort de Bryan Cranston. C'était lui le héros du film, celui qu'on voulait voir. Aaron Taylor Johnson est juste un substitut qui fait pas le figure à côté de lui et son personnage, Ford-Brody, est juste le stéréotype typique du soldat américain qui veut sauver sa famille comme on en voit dans plein d'autres films. Perso, ça me fait mal d'entendre ça. Le duo est complémentaire et la mort de Cranston légitime. Joe Brody, directeur de centrale nucléaire, vit pour son travail et bien qu'il soit très attaché à elle, néglige sa famille et plus particulièrement son fils Ford. Lors de la catastrophe, il perd sa femme. Et je tiens à préciser que c'est vraiment l'un de mes passages préférés, qui me cale des frissons à chaque fois. Juliette Binoche fait vraiment le taf et la musique est sublime.
Après que l'incident soit passé sous silence, il reste au Japon et entame sa croisade pour la vérité. On peut supposer que Ford est alors envoyé vivre dans de la famille aux États-Unis. La relation père-fils est inexistante et ils ne se sont sans doute quasiment pas revus jusqu'à l'arrestation de Joe. Après celle-ci, Joe entraîne Ford dans cette croisade et lui livre une partie de ses infos. Et avant de mourir, il obtient la réponse qu'il cherchait en voyant le muto. Il a accompli son rôle, et il a passé le flambeau à son fils Ford, qui est tout autant légitime pour devenir le personnage principal. Petit, il adore ses parents, est complice avec sa mère et cherche à attirer l'attention de son père. Lors de l'incident, il perd sa mère, mais aussi son père, qui devient obsédé par cette histoire. Adulte, il devient soldat expert en explosifs afin de protéger sa famille et en réponse au traumatisme de l'accident. Il cherche à combler les erreurs de son père en étant présent avec son fils et sa femme. Lorsqu'il va libérer Joe au Japon, la séquence peut paraître anodine, mais voir la libération du junkie lui rappelle que son père a été absent, qu'il n'a pas eu le loisir de faire des erreurs de jeunesse et que ce n'est pas naturel que ce soit lui qui vienne libérer son père. Après la mort de ce dernier, il le reconnaît en quelque sorte en acceptant le passé qu'il a cherché à fuir et il est déterminé à retourner auprès de sa famille coûte que coûte. En fait, la vraie question qu'il fallait se poser, c'est est-ce que ça me dérange de voir Joe Brody mourir ou Bryan Cranston mourir ? Et la réponse est importante, car Gareth Edwards nous a appâtés avec des choses qu'on avait envie de voir. Les bandes annonces nous avaient teasé un Godzilla destructeur sur fond de musique épique, et Bryan Cranston comme personnage principal. C'est ce qu'on voulait voir en nous installant au cinéma, mais en fait on ne savait rien. Les bandes annonces avaient des images trafiquées et étaient montées de telle manière à nous manipuler. Le seul indice qu'on avait était d'apercevoir cette chose volante quelques secondes. Moi je pensais à Rodan et du coup je m'attendais à ce que Godzilla ne soit pas l'ennemi, mais c'est tout. Plutôt que de faire comme la majeure partie des productions actuelles en nous montrant trop de choses dans les teasers, il s'est servi de notre intérêt pour ces bandes annonces pour nous amener là où il le voulait. De simples spectateurs à qui on n'a pas proposé un film de monstre, mais un film d'humains qui essayent de comprendre ce qu'ils ont provoqué et essayent de réparer les pots cassés. Tout comme dans le film, en fait, on n'a rien maîtrisé. On ne choisit pas ce que l'on voit, ce qui est frustrant, mais permet de rendre le film plus réaliste et impactant. Et la scène qui illustre parfaitement ça, c'est celle qui intervient lorsqu'on nous coupe la bataille à Hawaï. Le fils Brody qui regarde la télé, c'est nous, spectateurs, qui en quelque sorte nous réveillons à l'idée de voir enfin cette bataille titanesque. Et la mère qui arrive juste après, ça illustre très bien notre tête quand on a compris qu'on s'était fait avoir et qu'on reprend l'action lorsque le combat est fini. Plus qu'un simple combat de monstres, le film nous montre une succession d'erreurs pour s'octroyer un contrôle sur ce qui nous dépasse. Godzilla, réveillé par un sous-marin nucléaire, l'attaque de Janjira, un muto réveillé par le fourrage de masse, le carnage des mutos, avoir voulu s'en servir et les contrôler, et le nid, tout simplement avoir amené une bombe nucléaire pour éradiquer le problème. Se prendre pour Dieu et tout contrôler. Les humains sont dépassés et ne peuvent l'accepter, mais leur contrôle implique peur et destruction. On sent bien la différence de pression dans l'ambiance lorsqu'apparaît Godzilla et lorsque la bombe survole la ville. Un silence est imposé, mais si c'est par respect pour le premier, c'est la crainte qui domine pour le deuxième. Et c'est avec les musiques d'Alexandre Desplat et un montage particulier que Gareth Edwards a réussi à faire revivre Godzilla en l'inscrivant dans ce genre nouveau. Un film de monstres empli de réalisme où on questionne notre place et celle du monstre en essayant de savoir ce qui est légitime. Il y a d'ailleurs des clins d'œil dans le film, notamment sur les dents de la mer, par le nom de famille Brody, mais aussi des plans similaires à Jurassic Park. Par respect pour le travail de Spielberg, mais aussi parce que les idées se rejoignent, sur la place du monstre et qu'est-ce qu'être un monstre pour les dents de la mer, et évidemment la question de contrôle, de se prendre pour Dieu en bafouant le cycle naturel pour Jurassic Park. Voilà, en tout cas c'est tout pour moi, j'espère que j'ai pas été trop long ou que je suis pas parti trop loin. Ce que j'aimerais surtout c'est avoir réussi à donner envie aux gens qui n'avaient pas aimé le film de lui donner une seconde chance. Et tout simplement aux autres, peut-être l'envie de le revoir, peut-être juste pour vérifier que j'ai pas dit trop d'âneries. En tout cas, si j'en ai dit, que ce soit sur le film ou sur l'univers de Godzilla, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, j'y répondrai. Aussi attention, si je dis que le film est l'un de mes préférés, il est pas parfait, il a son lot d'erreurs. Là je pense notamment aux militaires qui suivent Godzilla et qui le suivent de beaucoup trop près. Enfin regardez les bateaux et regardez Godzilla. La dernière fois qu'ils l'ont vu, ils ont essayé de lui foutre une bombe nucléaire dans la tronche. Donc je veux bien qu'on sache pas ce qui s'est passé entre deux, que Godzilla est censé avoir disparu durant ce laps de temps. Mais quand on voit ce qu'ils nous disent dans le film au début, et quand on lit un petit peu le comic qui a été sorti... What? Aussi sur les mutos, pourquoi est-ce que la femelle qui sort de l'endroit où on dépose tous les déchets nucléaires ne fait pas tout simplement son nid de l'endroit où elle est sortie? Ça aurait peut-être été plus simple. Et aussi, pourquoi acheminer les têtes nucléaires par voie ferrée? Je veux bien que le muto désactive tout ce qui est électrique à des kilomètres à la ronde, mais on voit bien que c'est une bulle et que ça aurait peut-être été plus simple de contourner par voie aérienne, quitte à essayer de distancer le muto, ou je ne sais pas, ça aurait peut-être été plus safe, plutôt que se bloquer sur une voie ferrée, on n'aurait rien pu faire. Oui, au final, tout simplement, c'est ce qu'ils font, ils amènent la bombe par voie aérienne. Je suis d'accord aussi pour dire que le teasing de Godzilla, je l'ai trouvé un peu trop long. Ça a bien fonctionné à Hawaï, lorsqu'on nous coupe après avoir bien fait monter la tension, mais je trouve qu'il y a eu la fois de trop lorsqu'il commence à se battre en ville.
on les voit se battre en ville et ils nous recoupent l'action en plein milieu. Je trouve que c'était peut-être la fois de trop, parce que quand le combat commence vraiment, on n'arrive pas à se mettre dedans dès le début, parce qu'on se dit, est-ce qu'ils vont pas nous le retirer une troisième fois? En tout cas voilà, moi maintenant je suis curieux de savoir comment l'univers va évoluer vu que Gareth Edwards n'est plus aux commandes. J'espère que ça va rester dans cette continuité, que ça va pas juste devenir une simple bataille de monstres, même si je suis d'accord, vu le spectacle que ça nous a offert, on aimerait en voir plus. En plus là normalement dans le 2, on devrait avoir le droit à Mothra, si on en croit l'image qui nous a été teasée dans le film. Aussi en attendant, on aura très certainement des réponses sur l'univers grâce au nouveau film King Kong qui sortira bientôt. Car je vous le rappelle, ce Kong va se passer dans le même univers, car on aura droit dans quelques années à un film Godzilla vs King Kong, ce qui explique pourquoi aussi la taille de Kong va énormément augmenter comparé à ce qu'on connaissait avant. Pour revenir vite fait aussi sur Gareth Edwards, j'ai vraiment hâte de voir le nouveau Rogue One, donc le spin-off Star Wars sur l'obtention des plans de l'étoile noire. C'est vraiment un film que j'attends parce que c'est une période très sombre de cette histoire, c'est une période où l'Empire est tout puissant, où la purge Jedi a été effectuée, donc ça va être le premier film Star Wars qu'on va voir sans suivre de Jedi en fait. On va suivre simplement un contingent de soldats là, qui sont lancés dans une mission suicide, donc ça, vraiment j'ai hâte de voir. J'ai aussi vraiment hâte de savoir comment va être traité Dark Vador, parce que c'est la période où il est censé être le plus puissant, où sa poigne régit l'Empire, et tout simplement, je pense pas qu'on le verra beaucoup, mais qu'on sentira sa présence durant le film et qu'il y aura une sorte de pression autour, donc j'ai hâte de voir comment ça va être fait. Bref, en tout cas voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, tout ce que vous voulez, enfin bref, vous connaissez. La prochaine critique que je ferai, ça sera dans un bon moment, je vais essayer de développer d'abord mes autres vidéos, sans doute plus en rapport avec le jeu vidéo. Ça sera normalement sur Jurassic World, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker les réseaux pour voir quand je vais commencer à en parler. Aussi, n'hésitez pas si ça vous a plu, si vous avez d'autres idées de critiques, parce que là je commence par 2 films, mais je compte plus tard essayer d'en faire aussi sur du manga, même du jeu vidéo, du dessin animé, j'ai quelques idées là comme ça, mais on verra ça. Ça dépendra tout simplement de mes envies à ce moment-là, et peut-être aussi de ce que vous m'aurez partagé, donc surtout n'hésitez pas. Bref, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à checker la chaîne et à voir ce qui va arriver ensuite, et en tout cas j'espère pouvoir vous dire à bientôt.